Le 17 juin 2007, Sebastian Vettel fait ses débuts au Grand Prix des États-Unis. Par la suite, l'Allemand deviendra une légende de la discipline, gagnant 4 titres et se plaçant en tant que 3e plus gros palmarès de la Formule 1. Après lui, 49 pilotes feront leur début. George Russell, Lando Norris, Alexander Albon étant les derniers en date. Depuis 2007, aucun des 49 rookies n'est devenu champion du monde. Seuls 5 ont gagné les courses. Seuls 15 ont fait un podium. Seuls 16 sont encore là aujourd'hui et j'en compte 27 qui ne sont pas restés plus de 2 saisons. Chaque samedi, en attendant le retour de la F1, je te propose cette nouvelle série où nous allons revenir sur le destin de 18 pilotes qui ne sont pas restés et qui pour la plupart ont été moqués. Pas à leur place, nuls, chèvres, pilotes payants, aujourd'hui on rétablit la vérité. Était-il si mauvais ? Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode d'Était-il si mauvais. Vous commencez à connaître la recette, on se penche sur des rookies qui sont restés peu de temps en Formule 1 et on se demande si c'était mérité, si c'était injuste, etc., etc. Si vous ne connaissez pas, les 3 premiers épisodes sont dans la description. Nous, on perd pas de temps car aujourd'hui on doit parler de 3 pilotes. Vitaly Petrov, russe, 35 ans, 3 saisons en F1. 2010 et 2011 chez Renault, puis 2012 chez Caterham. Fait très rare dans cette série, on va parler d'un pilote qui est monté sur un podium. Mais avant d'en arriver là, il y a un petit bout de chemin. Dès 2003, Petrov se fait remarquer par Renault qui le lance dans plusieurs de ses catégories. Il y fait ses premiers succès avant d'être envoyé en GP2 où il va passer 3 saisons complètes, progressant chaque année jusqu'à finir vice-champion en 2009 derrière Nico Hülkenberg. Ses bonnes performances lui permettent d'obtenir une place en F1 pour 2010 chez Renault, qui cherche à remplacer Fernando Alonso et qui cherche aussi à repartir sur un nouveau projet. La saison de Petrov va être marquée par un incroyable manque de régularité, ce qui va totalement gâcher le bilan final. Accrochez-vous, voici la définition de dents de scie. Abandon lors des 3 premiers Grands Prix, belle 7ème place en Chine, 6 Grands Prix sans points, 10ème place, 5ème place, 9ème place, 2 courses hors des points, 2 gros crashs, une 16ème place, puis une 6ème place. C'est bien ce qu'on appelle de l'irrégularité et c'est d'autant plus gênant que dans le même temps, son coéquipier Robert Kubica a montré que la voiture était vraiment très bonne puisqu'il a terminé 8ème du championnat, a fait 3 podiums et 8 top 5. Le 136 points à 27 fait un peu mal. Mais pour la saison suivante, Petrov sera cette fois-ci opposé à Nick Heidfeld, Kubica s'étant gravement blessé en rallye. Petrov entend montrer directement son niveau et ça commence très bien car pour le premier Grand Prix de la saison en Australie, il se qualifie 6ème et prend rapidement la 3ème place. Il ne la lâchera plus le reste de la course et montera donc sur son premier podium. Ça y est, Vitaly est lancé, il ne s'arrêtera plus. Grand Prix suivant. Et dans le même temps, son coéquipier Heidfeld termine 3ème. Un partout, balle au centre. Lors des 8 Grands Prix suivants, Renault montera à chaque fois dans les points, 4 fois grâce à Petrov, 5 fois grâce à Heidfeld, donc on peut dire que la première partie de saison de Petrov est totalement réussie en 2011. Oui, mais la seconde sera beaucoup plus anonyme, voire même très difficile par moments. Au final, Petrov finit 10ème du championnat avec 37 points, seulement 4 de plus qu'un Heidfeld qui n'a pas pris part aux 9 derniers Grands Prix. Cette saison résume pas mal la carrière de Petrov. Il n'a pas été mauvais, voire même plutôt bon avec ce beau podium, mais dans le même temps, il y avait des erreurs, des passages à vide et on sentait bien qu'il n'irait pas super haut. Du coup, je pense que Renault tire un peu le même bilan. D'un côté, ils se disent que ce n'est pas avec lui qu'ils vont construire son avenir, mais qu'il n'est pas non plus ultra mauvais et qu'il peut servir, et du coup, ils le placent dans leur écurie bis Caterham. Que dire du passage chez Caterham ? Bah rien, la voiture était catastrophique, il n'y avait rien à espérer. Petrov ne marque aucun point, mais ce coup-ci c'est presque pas sa faute. Il a même sauvé un peu l'équipe en terminant 11ème au Brésil. Mais à la fin de la saison, il n'est pas reconduit et quitte la Formule 1. La note que je vais donner à Petrov est un 4 sur 10. Je ne pense pas avoir grand chose à rajouter, on est face à un vice-champion de Formule 2 qui a fait une bonne saison, une très mauvaise et une anecdotique. Oui, il avait des soutiens financiers, ça l'a aidé à certains moments, mais comme beaucoup d'autres, non, il ne méritait pas vraiment de rester plus, et le reste du temps, il oscillait entre bonnes performances et grosses déceptions. Mais bravo pour le podium. Paul Di Resta, écossais, 33 ans, 3 saisons en Formule 1 chez Force India de 2011 à 2013, et un Grand Prix bonus avec Williams en 2017. Paul Di Resta a vraiment un destin très singulier et il y a beaucoup de choses que j'ignorais avant de tourner cette vidéo. Il est un peu l'antithèse du pilote payant. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans sa jeunesse, Di Resta a été un énorme crack. Parmi ses succès, en 2005, il remporte le trophée du meilleur espoir britannique décerné par Autosport et sponsorisé par McLaren. Sur la piste, en 2006, il remporte la F3 Euro Series devant Sebastian Vettel. Oui,
jamais premier tournant de sa carrière, Paul Di Resta n'a pas assez de soutien financier pour aller montrer son talent en GP2, l'antichambre de la F1. Du coup, il va errer quelques années sans but et va finir par trouver sa place en DTM, seul endroit où on va vouloir lui offrir sa chance. Heureusement, en DTM, Mercedes va l'aider. La marque le prend sous son aile et ça va payer. En 4 saisons de DTM, il se distingue très régulièrement jusqu'à finir champion en 2010. Là, l'évidence est trop énorme, Di Resta mérite sa place en Formule 1. Mercedes va alors faire le forcing pour qu'il trouve une place chez Force India, une écurie cliente moteur de Mercedes. Enfin, en Formule 1, il va mettre un peu de temps à s'adapter. Même s'il termine 10ème lors des 2 premiers Grands Prix, il s'ensuit 8 courses sans top 10. La deuxième partie de saison sera très bonne, 5 entrées dans les points en 9 Grands Prix, ce qui fait un total de 27 points sur la saison, derrière les 42 de son coéquipier Sutil, mais tout de même un score honorable. La saison suivante, il sera cette fois aligné aux côtés de Nico Hülkenberg et va continuer de faire un travail totalement acceptable avec encore 9 top 10, 46 points et notamment une belle 4ème place à Singapour. Mais son coéquipier Hülkenberg fait mieux avec 63 points et à l'époque Hülkenberg était vraiment considéré comme un crack, du coup c'est lui qui a tiré un peu toute l'attention médiatique chez Force India. En 2013, Di Resta continuera de remplir les objectifs de l'équipe avec une saison quasiment identique à 2012. 9 top 10, 48 points et une belle 4ème place, cette fois-ci à Bahreïn. Hülkenberg n'ayant marqué que 3 points de plus, on peut vraiment dire que Di Resta a été très bon. Mais pour 2014, Force India a la possibilité de récupérer Sergio Pérez, pilote ô combien estimé par les écuries du milieu de tableau, et malheureusement le boulot bien fait et le calme de Paul Di Resta ne feront pas l'affaire face au talent et au niveau de Sergio Pérez. Di Resta perd sa place. Par la suite, il reprendra son job en DTM et continuera d'y être soutenu par Mercedes. Il restera également proche de la F1, effectuant quelques tests et aura la possibilité de conduire la Williams au Grand Prix de Hongrie 2017 après que Felipe Massa soit tombé malade. Grand Prix qu'il abandonnera sur fuite d'huile. Comment juger la carrière de Paul Di Resta? Question assez difficile car j'ai l'impression que c'est un pilote un peu paradoxal. D'un côté, il est le contraire du pilote payant, mais en même temps, il ne serait jamais entré en Formule 1 sans le soutien de Mercedes. Il a été bon, mais il nous a jamais fait sauter au plafond. Il a été régulier, mais sans jamais être excellent. C'est un peu compliqué. Du coup, je vais être comme lui, je vais être un peu middle et je vais lui mettre un 5 sur 10. Très bon pilote, il a été plutôt bon chez Force India. Il aurait pu avoir une autre carrière s'il avait des sponsors plus tôt dans sa carrière. Mais bon, en même temps, c'était pas non plus phénoménal. Avant de passer au suivant, j'ajoute que Di Resta devait être un excellent pilote numéro 2 pour un team principal. Tu sais que le boulot va être fait, qu'il n'y aura pas de crash, que le mec va jamais avoir un mot plus haut que l'autre, qu'il y aura des points à la fin de la saison et qu'il va jamais contester l'ordre de l'équipe. Bref, c'est vraiment un peu idéal comme numéro 2. Donc quand j'y réfléchis, je me dis peut-être à un moment donné il aurait pu aller chercher un poste de numéro 2 dans une meilleure écurie, mais bon, ça ne l'a pas fait, et c'est ainsi. Jolyon Palmer, anglais, 29 ans, 2 saisons en F1 chez Renault en 2016 et 2017. J'ai choisi de parler de Palmer en dernier car je trouve qu'à plusieurs titres, il illustre pas mal le débat autour du pilote payant. En déroulant sa carrière, on verra pourquoi elle a été si courte et on se demandera pourquoi il est souvent pointé du doigt. Mais revenons au tout début. Je passe rapidement sur son parcours chez les très jeunes pour en arriver au GP2. Il y fait 3 saisons complètes et à chaque fois, il s'améliore. 11e avec 78 points et une victoire en 2011, 7e avec 119 points et 2 victoires en 2012, et enfin champion avec 276 points et 4 victoires en 2013. Après avoir gagné ce qui se fait de mieux avant la Formule 1, Palmer va commencer à traîner dans les paddocks, il va faire notamment quelques tests avec Force India avant d'être pris par Renault en tant que 3e pilote. Il va participer à de plus en plus de séances d'essai avant de remplacer Grosjean pour 2016, Grosjean étant parti chez Haas. Malheureusement, on le sait, cette année-là, ce n'était pas la fête pour Renault. Palmer aussi a eu beaucoup de mal, heureusement il sauve tout de même les meubles en inscrivant son seul point de la saison en Malaisie. Alors certes, Palmer n'a pas rempli toutes les attentes et a été très loin du rythme, mais ce fut aussi le cas pour son coéquipier Magnussen. Ils ont fait tous les deux la même saison, à l'exception d'une 7ème place miracle pour Magnussen en Russie. Pour 2017, Renault perd Magnussen et engage à sa place Hülkenberg. Dans cette valse des pilotes, Palmer garde sa place, 3 raisons principales à cela. On veut lui laisser du temps, l'équipe veut un peu de stabilité et il apporte quelques sous. Mais cette année encore, il ne montrera rien de bon. Ses 2 apparitions en Q3 et sa 6ème place à Singapour sont les 2 seules fois où il se sera fait remarquer. Dans le même temps, son coéquipier Hülkenberg a fait une très bonne saison, rentre 8 fois dans les points et en inscrit 43. Aïe. Palmer n'aura même pas la chance de terminer la saison 2017 car Renault va entrevoir que Carlos Sainz a des problèmes avec le clan Red Bull et va sauter sur l'occasion pour le ramener dans l'équipe. Palmer perd sa place avant la fin de la saison. Que dire, 2 entrées dans les points en 35 Grands Prix, des batailles perdues face à ses coéquipiers, un rythme toujours assez loin du compte et au final, cette éviction avant même la fin de la saison.
Je pense au final qu'on peut s'accorder sur le fait que Palmer n'aurait pas pu obtenir grand chose d'autre de plus en Formule 1. Pour 2016, ses résultats peuvent trouver beaucoup de circonstances atténuantes. Le niveau de la voiture, il n'était qu'un rookie, son coéquipier n'a pas fait beaucoup mieux, etc. Mais en 2017, on a bien vu que ses performances étaient insuffisantes. Le fait qu'Hülkenberg ait fait mieux partout tout au long de la saison montre que l'avenir de Palmer en F1 était limité. Avant de passer à la note, j'ajoute que contrairement aux idées reçues, Palmer n'a jamais fait vraiment de bourde. Je note que quelques erreurs en 2 saisons. Il y a notamment ses erreurs sous la pluie au Brésil et à Monaco, et une situation avec Grosjean en Russie, mais bon, ça reste très peu. Au final, je donne à Palmer la note de 4 sur 10. Vu son parcours en jeune, il méritait d'arriver en F1, mais il n'a jamais rien fait de bon et il méritait de perdre sa place. Avant de conclure cette vidéo, j'ai envie d'ajouter 2 réflexions sur Palmer. La première, c'est qu'il est désormais analyste vidéo pour la F1, notamment sur YouTube. Alors au début, je dois dire que quand j'ai vu les petites vignettes avec Palmer qui faisait des débriefs de Grand Prix, je me suis dit, ah ouais, là Palmer, il va vraiment nous expliquer comment ça se passe, vraiment là? Et en fait, bah ouais, et il est excellent. Le fait qu'il soit très bon dans ses analyses et dans ses explications techniques nous fait un peu relativiser et nous montre quoi qu'il arrive sur ce qu'il a fait en Formule 1, ce mec reste un monstre. Et pareil pour tous les mecs qui sont allés en F1 et qui ont été mauvais, ces mecs-là restent bien au-dessus du commun des mortels et on serait totalement incapable de faire ce qu'ils font. Donc le cas de Palmer m'a vraiment aidé à relativiser dans le sens que même si un pilote a été mauvais en F1, bah il faut toujours se rappeler que ce mec-là, il est capable de faire des trucs que 99,9% des gens sont pas capables de faire. Ensuite, ma deuxième réflexion, c'est que Palmer a souvent eu collé à la peau l'étiquette de pilote payant. Alors déjà, je trouve ça injuste parce qu'il y a beaucoup plus grave que lui dans le cas des pilotes payants. Et deuxièmement, on parle quand même d'un champion de GP2. Donc d'un côté, si un pilote payant, c'est un mec qui était champion de GP2, bah ça va, ça veut dire que c'est pas n'importe qui peut entrer en Formule 1. Mais d'un autre côté, si un champion de GP2 a besoin de devenir un pilote payant pour entrer en F1, c'est un peu qu'il y a un problème. Voilà, c'est un truc qui m'a un peu heurté quand j'ai refait la carrière de Palmer. Sur ces 2 digressions qui n'avaient pas forcément besoin de conclusion ou de réponse, mais qui étaient simplement des ouvertures de réflexion qui me sont venues en écrivant la vidéo, c'est ainsi que l'épisode se termine. J'espère qu'il vous aura plu, c'est déjà le 4e et les 3 premiers vous ont plutôt bien plu, donc j'espère que ça va continuer dans cette voie. Allez les voir si vous ne les avez pas vus. Moi, je vous remercie, je vous encourage à laisser un petit like si ça vous a plu, à vous abonner, à partager également si vous avez envie de faire grandir la chaîne. On se retrouve bientôt pour du nouveau contenu, et d'ici là, n'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.